Bonjour à toutes et à tous, si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous voulez voir une super interview de Xavier Niel, vous allez être un petit peu étonné si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le sujet de la TV perso. Car aujourd'hui on va parler d'un sujet très obscur avec Xavier Niel, qui est un service de streaming sur Free qui avait été lancé à l'époque dans les années 2000. L'interview se concentre essentiellement là-dessus. Il y a pas mal de questions supplémentaires qui n'ont pas été mises dans la vidéo de base, mais je ne peux que vous encourager à regarder la vidéo en description, qui est celle de ma chaîne principale, donc forcément mieux construite, sinon vous n'allez globalement rien comprendre, je pense. Merci, bon visionnage, et portez-vous bien. Voilà. Ok. C'est un beau clap. Il était bien fait. C'est un très beau clap. Merci. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, chez Free. Je vous ai envoyé un email pour savoir si on pouvait parler de la télé perso. Vous m'avez répondu le lendemain, samedi à 18 h. J'étais en retard, je m'excuse. Je ferai mieux la prochaine fois, le vendredi soir. Non, mais j'étais très étonné que vous acceptiez d'en parler, de ce vieux projet d'il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous motive à accepter une interview comme ça? C'est un produit, en fait, la création même de la box qu'on a inventée ici avec des copains, la notion de box, tout de suite on a eu ça comme idée à la base. Et on s'est dit, on a inventé un truc révolutionnaire, quoi. Donc le truc, et on a tellement chauffé entre le moment où on l'a imaginé et le moment où ça est sorti, c'est-à-dire presque 5 ans, qu'au bout, c'est resté très ancré chez nous. Et puis quand on regarde a posteriori, en fait, on s'aperçoit qu'on avait raison, on l'a pas fait bien, et on va en parler, je suis sûr, on a fait plein d'erreurs, mais on avait l'impression d'avoir inventé un truc énorme, et on avait inventé un truc énorme. Après, la réalisation, ça fait des bêtises. Ouais, parce que, alors moi ce qui m'étonne beaucoup, c'est que donc, vous avez été un peu à la genèse de ce projet TV perso avec votre directeur technique de l'époque, Rani Assaf. Ouais, et quelqu'un qui travaille encore ici, qui s'appelle Sébastien Boutruche, qui a fait toute la partie hardware, mais on va en parler peut-être. Ah ouais, avec plaisir. Donc la Freebox HD, elle sort en 2006, le service TV perso il est activé en 2007. Donc vous dites y avoir réfléchi pendant 4-5 ans avant que ça sorte. Ouais, déjà ce qu'il faut voir, c'est quand on livre cette Freebox dite HD, il y a un encodeur derrière. Donc il y a quand même, les gens doivent se poser une petite question, parce qu'on fait un truc qui est très particulier, c'est-à-dire qu'on intègre en hard un encodeur. On se dit les gens chez eux, ils ne vont pas avoir un encodeur pour podcaster facile, donc on intègre l'encodeur. Je pense que ces années-là, on a été le plus gros acheteur d'encodeurs au monde, parce que j'aurais dû en acheter, je sais pas, 1,5 million de pièces, qu'on a intégré en standard dans les box, et 1% ont peut-être servi, ou ouais, peut-être 1% ont servi, donc c'est marginal. Et donc on intègre un encodeur vidéo à l'intérieur, ce qu'on peut faire aujourd'hui en soft, mais à l'époque, on n'avait pas la puissance sur les ordinateurs pour faire ça en soft. Ouais, mais c'est fou de se dire on va mettre un encodeur justement matériel et on va l'utiliser peut-être dans le futur pour un service comme TV Perso. Mais donc l'imagination de tout ça elle remonte vers 2002-2003, j'imagine. C'est la notion de la box. En fait, quand on invente la notion de box, on a cette idée qui est assez simple, qui est de dire c'est bien d'amener du haut débit chez les gens, mais ils ne vont pas savoir à quoi ça sert. En gros, si j'amène l'électricité chez vous, vous n'avez pas quoi en faire. Et donc, c'est comme pour l'électricité, on a inventé le réfrigérateur et d'autres produits. Nous, on s'est dit ces produits n'existent pas, donc on va les inventer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le téléphone, on va mettre la télévision, et on va amener sur Internet d'autres formes de services. Donc, la box qu'on a chez nous, c'est complètement classique aujourd'hui d'avoir tous ces services. Mais à l'époque, on faisait que de l'Internet. Donc, on s'est dit si on veut être massif et grand public, il faut créer ces services. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, mais il y a un truc de magique. Il y avait très peu de chaînes de télé, vous n'étiez pas né, hein, donc il y avait très peu de chaînes de télé à ce moment-là. Je me souviens de l'arrivée. On a le droit d'essayer de flatter un peu. Merci. mais voilà, et on se dit, il y a un truc magique, et il y a un truc qui était magique, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de créer sa propre chaîne de télé avec un nombre illimité de chaînes de télévision, ce qui était deux concepts complètement nouveaux, et ça vient de ça. Mais donc on se pose plein de questions, et on décide d'appeler ce projet Armageddon, en se disant ce truc est tellement énorme, ça va tellement bouleverser la Terre entière, que globalement ça peut porter que ce nom-là. Et donc on part simplement de ça, et on se dit, mais bon, on a le problème de l'encodeur, et donc on va inclure un encodeur hardware. Mais dans nos Freebox, souvent on a intégré du hardware qui parfois n'a jamais servi, parfois on a mis du hardware dans nos Freebox dont on ne s'est jamais servi parce que le produit n'était pas mature, parce qu'on s'était trompé pour plein d'autres raisons. Mais là, on l'a mis en avance de phase, et puis on annonce un an après, donc au moment du lancement, on ne dit rien, et puis un an après, on fait la surprise d'annoncer, on inclut, vous pouvez maintenant créer votre propre chaîne de télévision et la diffuser. Ok. Donc ça, c'était l'ambition, et donc vraiment des années avant YouTube, Twitch, donc ça, c'est un point qui... Alors, c'est en même temps que YouTube, avec un truc de différence, c'est que YouTube ne marche pas sur la télévision, par contre bien avant Twitch, parce que la notion de gérer le live est extrêmement complexe, c'est-à-dire que
globalement, il y a une personne qui émet et il peut y avoir des millions de personnes qui regardent. Donc c'est ça la difficulté de ce que l'on imagine technologiquement pour nous de le faire. Donc mettre le hardware, c'est un truc, mais après broadcaster la chaîne de manière massive, c'était un deuxième sujet compliqué. Ouais, ça n'existait pas à l'époque, il fallait créer toute pièce. Non, ça existe aujourd'hui en plus sur Internet. On était sur des réseaux qui étaient au-dessus d'Internet pour diffuser la télévision. D'accord, ok. Quelques semaines après le lancement, Canal+, votre partenaire de l'époque, vous pose des petits problèmes. Tout le monde nous pose des petits problèmes, parce qu'il y a un truc toujours super sympa, c'est quand on crée ce type de choses, on a des idées, on a des grandes idées, des gens vont faire de la production, etc., vont faire des trucs très construits, mais on sait très bien que toute innovation technologique, la Terre entière sont saisies. Donc la Terre entière sont saisies et fait des choses qui vont créer l'audience, mais qui malheureusement ne vont pas plaire à tout le monde. Donc bien sûr, on a des problèmes sur la propriété intellectuelle, Canal. Ça peut aller plus loin. Des gens décident de créer la plus grande chaîne de télévision au monde, hein, je sais très bien. Donc le film vient de sortir au cinéma, je vais le diffuser tout de suite. C'est dommage d'aller au cinéma, quoi. Non, oui, la chronologie des médias n'a pas de sens. Donc on a des usages comme ça. Il y a d'autres usages, bien évidemment, où des gens vont se dire je peux peut-être essayer de globalement diffuser des choses pas complètement permises pour des gens qui auraient moins de 18 ans. Donc on crée d'autres formes d'activités et on vous a créé des tonnes de choses. Et parmi ces gens-là, il y a Canal, qui sont des gens avec qui on a une bonne relation, mais qui découvrent, je crois que c'est sur des matchs de foot en live, si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, qui découvrent qu'en fait les gens ont compris que plutôt que s'abonner chez Canal, on va sur le canal de TV Perso et puis à partir de ce moment-là, on trouve la bonne diffusion de la chaîne. Qui diffuse. Voilà. Alors d'autres après vont avoir des idées, parce que pour plus qu'on soit ennuyé par Canal, ils vont décider de diffuser des chaînes étrangères qui diffusent le même match. Comme ça, ils ont l'impression que Canal ne va pas les ennuyer, mais Canal nous ennuie quand même à ce moment-là. Ouais. Donc... Mais ce qui permet de créer des boutons pour permettre de signaler des contenus à problème. Et ça, à l'époque, vous croyez vraiment à l'automodération? C'est-à-dire que les gens vont signaler. Il y avait un système de, je crois que c'était 5 signalements et ça commençait à... Ouais, ça dépendait le nombre de gens qui regardaient le flux. On fait semblant d'y croire, ça nous arrange de faire semblant d'y croire. Ouais, nous, ce qu'on a envie, c'est de créer et de susciter l'usage. On a peut-être des intérêts un peu différents. Bien sûr. Et le CSA, du coup, vous étiez tombé dessus. Mais c'est le propre. À chaque fois qu'on crée une innovation, surtout une innovation de rupture, les autorités de régulation, la concurrence vont s'énerver, vont s'exaspérer. Mais c'est inhérent à ce sujet. Je suis sûr que si on regarde, le CSA a dû bien un jour mettre en demeure Twitch pour un truc ou pour un machin. Les chaînes ne supportent pas que Twitch rediffuse leur contenu, même s'ils les commentent. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance pour les chaînes de diffuser en live et de commenter. C'est un autre moyen de regarder la télévision pour des personnes, peut-être. C'est un point, j'aimerais beaucoup en parler avec vous, là, d'ailleurs, par rapport à Six, le projet de chaîne que vous vouliez faire en reprenant la fréquence d'M6 il y a quelques temps. Vous aviez justement déclaré j'aimerais que les streamers puissent faire du React, qu'on puisse commenter ça en direct. Il y a ça, il y a le fait que vous sponsorisiez l'émission Zen aussi sur Twitch. Entre tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit amour du live chez Free. En tout cas, le direct, c'est quelque chose qui on trouve que c'est un truc magique, le live. Enfin, je veux dire, c'est le moment... il y a de moins en moins d'émissions de télévision qui sont en live. Ils vous mettent entre 5, 10, 15 minutes d'écart pour éviter le dérapage. Mais je crois qu'on le sent. En fait, la réalité de ce qui se passe et la diffusion en temps réel de ce qui se passe crée des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Je veux dire, je ne sais pas si des gens ont envie de regarder un match de foot avec 15 minutes de décalage. C'est pas, je veux dire, on n'a pas la... Déjà, quand on a 10 secondes ou 20 secondes de décalage avec son voisin l'été, quand on a les fenêtres ouvertes, on ne comprend pas. Donc imaginez si vous mettez quelques minutes. Et le live, c'est la vie, c'est la réalité. Et pour reboucler sur TV Perso, c'est tout l'élément qui est important. Mais sur la question précise, pourquoi on pense que c'est important sur Twitch d'être capable de diffuser des émissions qui existent avec un commentaire par-dessus? Simplement parce que c'est aller chercher un public qui ne regarde plus la télévision. Et la télévision, elle va mourir. Sauf si on est capable de créer des nouveaux usages. Donc après que des gens aient pu regarder une émission avec un commentaire d'une personne qu'ils aiment bien, on pense qu'elles vont avoir potentiellement envie d'aller regarder cette émission sans le commentaire. C'est peut-être naïf de ma part, mais c'est juste comment on arrive à faire rencontrer des mondes qui ne se parlent plus. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, qui ne regardent plus la télévision. Donc comment on arrive à les ramener à la télévision? Parce que c'est important, parce que ça sert à la création du visuel, ça sert à plein d'autres trucs. Ok, non, c'est très intéressant justement comme vision. C'est très opposé avec beaucoup d'autres chaînes, mais elles acceptent un public vieillissant et parce que ça préserve leur recette publicitaire. Maintenant, si elles se projettent à 20 ans, il n'y a plus personne qui regarde. C'est un sujet. Okay. Je vais revenir un peu du coup sur la TV Perso, mais c'était vachement intéressant, du coup j'en ai profité pour poser cette question. Et justement, il y a eu un peu de tout sur TV Perso, donc comme on le disait,
aussi bien des petits dérapages un peu adultes que des dérapages voilà, où on diffusait du contenu. Et des dérapages enfants aussi, parce qu'on a eu des lettres recommandées, je crois, de TF1, parce qu'ils avaient des gens qui copiaient en fait toutes les émissions, si je ne me trompe pas, de TF1, et qui les montaient pour faire une chaîne de télé enfant. C'était pas mal non plus. C'était peut-être pour leurs propres enfants, je ne sais pas, mais voilà. Et donc après, on a permis des mots de passe, donc ce qui permettait d'avoir des canaux privés. Ça créait une autre forme de... permettait de régler d'autres formes de problèmes. Ok, et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà à l'époque, il y avait des gens qui faisaient des petites productions sympas, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des standards téléphoniques, des chats en direct, vraiment une petite régie, une petite interface et tout. Vous attendiez à quoi, vous, en créant ce service de TV Perso en termes de contenu? Parce qu'on a eu de tout, on a vraiment eu des gens qui se filment et qui font n'importe quoi, mais on a eu des trucs un petit peu produits quand même. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va toujours plus loin que ce que l'on peut imaginer soi. C'est-à-dire qu'on imagine des trucs et bien sûr ça va plus loin, parce qu'il y a plus d'imagination dans les gens qui sont là derrière et qui sont des milliers à être capables de penser ce qu'ils vont faire par rapport à nous, qui sommes quelques maximum 10 ou 15 à penser au service. Donc je ne sais pas à quoi on s'attendait exactement, je sais qu'on est toujours surpris agréablement. Vous savez, il y a un truc fantastique, quand vous créez un produit, on l'avait connu ça avec la box et on a connu ça avec Téléperso, c'est que vous êtes dans un restaurant, vous êtes chez McDo, et il y a les gens à côté de vous qui sont en train de parler, du produit que vous avez créé, que vous avez imaginé. Et ça, en termes d'ego, c'est incroyable, parce que vous dites, on a pensé à un truc enfermé dans un bureau, et au bout, il y a des gens à côté de nous qui en parlent. Et ça existait pour la box, ça existait pour Téléperso, et ça crée un truc magique, parce que les gens vous disent, tu sais quoi, hier j'ai une Freebox, j'étais sur le canal 100 je crois, non 100 c'était autre chose, c'était Free Home Video, mais j'étais sur, je ne sais plus où c'était, et je suis allé là-dessus, et tu sais quoi, j'ai vu ça. Alors bien sûr, ce dont il vous parle, c'est toutes les choses qui vont occasionner des lettres recommandées, mais c'est pas grave, mais les gens en parlent, et vous créez une viralité, et la viralité c'est un truc fantastique. Il y a un autre sujet qui a été extrêmement important et qui a très très bien marché, je pense que ça a été dans les plus gros succès de Téléperso, c'était la rediffusion, un peu piratée, de canaux de télévision étrangers. En gros, on avait toute la communauté turque qui a décidé d'émettre des chaînes ici. On a eu la communauté chinoise qui, de la même manière, a permis d'émettre des chaînes. Free, à l'époque, on n'avait pas de distribution physique. Le seul endroit où on vendait des Freebox, c'était dans les magasins Tang, dans le 13e arrondissement, parce qu'on avait toute la communauté qui était chez nous. Après, on a intégré les appels illimités vers la Chine. Enfin, on a eu un public d'origine chinoise, d'immigration chinoise en France, et eux nous ont diffusé sur TV Perso des dizaines de chaînes auxquelles on ne comprenait rien, alors qu'il y avait d'autres types de problèmes, parce que parfois elles n'étaient pas toujours bien vues en Chine, ou parfois elles étaient trop bien vues en Chine, donc on se faisait disputer comme d'habitude, c'est pas très grave, c'est partie du métier. Mais voilà, mais donc ils ont inventé des usages qui n'étaient pas des usages auxquels on aurait pensé. Il y avait pas mal de créateurs qui étaient les têtes d'affiche un peu de la TV Perso. J'ai des pseudos en tête comme Bobby, Pizza Léal, Lord Satanas. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, Bobby, je me souviens, mais non, ouais. On se souvient d'eux parce qu'ils étaient, encore une fois, notoires et que les gens ici, eux-mêmes, étaient les gens qui la regardaient. Et alors, il y avait des trucs super drôles, c'est que parfois, il y a des gens qui se pensaient notoires et qui avaient 3 téléspectateurs qui étaient probablement eux-mêmes dans leur... parce qu'ils avaient pris plusieurs box pour se regarder, probablement, mais qui vivaient un vrai truc avec 3 téléspectateurs. C'était marrant. Ouais, et donc, il n'y avait pas de stratégie en place avec ces gens-là. Il y avait aucune rien. Stratégie. Ouais. Parce que je me souviens que vous aviez discuté à l'époque, vous parliez de potentiellement intégrer des publicités, justement des formats de partage de revenus. Je crois que le partage de revenus a existé à un moment, donc ça c'est un élément qui a existé. La publicité n'a jamais existé. Le sujet, c'est qu'il n'y a jamais eu... déjà, il y avait une magie fantastique, et il faut la voir, c'est de créer son canal de télévision vu sur la télévision. C'est idiot, hein, mais c'est quelque chose de complètement magique. C'est devenu standard, la télévision s'est popularisée, a perdu de son statut. Mais à ce moment-là, avoir sa chaîne de télévision était un truc qui paraissait complètement incroyable. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'encore une fois, on vivait dans une époque où légalement tous les canaux de télévision devaient être déclarés au CSA, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça a créé quelques petites tensions, parce que quand vous vous retrouvez avec des centaines de canaux nouveaux qui disparaissent, qui naissent, la législation n'est pas adaptée à faire ça. Voilà, et donc on a ces sujets-là. Mais donc on diffuse ça sur un grand écran de télévision. Et ça, il y a la magie. Donc ça, c'est la magie du sujet. Et puis de l'autre côté, il y a les erreurs qu'on commet.
Les erreurs qu'on commet, c'est que ça soit exclusivement accessible sur la télé. C'est idiot, hein, parce qu'on a fait le plus dur, le plus simple, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait Internet. C'est une erreur stratégique majeure, parce qu'on avait quand même inventé Twitch. C'est con quand on a inventé Twitch, mais au bout, on n'a pas fait le boulot de Twitch. Donc on est les génies, mais les génies pourris, quoi, qui vont disparaître. Merci d'en parler aujourd'hui, merci de nous voir. Mais on est des super génies, on met l'encodeur, on fait plus que Twitch, mais en fait, on ne le diffuse pas d'une manière massive sur Internet. Et bêtise énorme. Ouais, mais c'est... Erreur stratégique énorme. Donc on invente un modèle économique en se disant, OK, on va avoir des canaux payants et on va faire un partage de recettes. Ça tombe bien, nous on venait du kiosque, Minitel et du kiosque téléphonique, facturer au travers de la facture de téléphone ou de la facture d'Internet quelque chose on savait faire, et puis prendre quelques pourcents là-dessus et en vivre. On était là et on savait le faire. Pareil, on le fait bien, puis ça on le met trop tard en œuvre. Très vite, on permet d'enregistrer ces émissions et les diffuser. Donc, en même temps que YouTube, on recrée YouTube, mais YouTube s'est créé à peu près en même temps que Téléperso, c'est les dates correspondantes. Mais donc, YouTube n'avait pas de live au début, à ce moment-là. Mais donc, on recrée YouTube parce qu'on permet de rediffuser des choses qu'on a fait là, mais de la même manière, on le renferme à la télévision. Donc, c'est bien, mais on ne pousse pas le truc. Mais en fait, quand on s'est posé, je crois que le service, il a duré une petite dizaine d'années, mais quand on l'a arrêté, et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on a planté et en fait, on sait ce qu'on a planté. Et c'est idiot. On vendait tellement de box. Les box en elles-mêmes étaient tellement un succès qu'on ne s'est pas focusé sur le fait de rendre Téléperso plus fort. Il n'y avait pas de chef de produit sur Téléperso. Vous aviez un tech qui était là. Quand on avait des problèmes, tout le monde disait, faut qu'on s'en occupe de ce truc-là, et on ne s'en occupait pas. Et en fait, on a eu l'idée, on l'a mis en œuvre techniquement, et au bout, on a foiré tout le reste. Il n'y a jamais eu quelqu'un au marketing de Téléperso. Ça n'a jamais existé. Le truc était là, vivait tout seul et vivait de cette belle vie. On fait des journées de communauté tous les ans. Quand on avait des communautés, on a des communautés chez Free. Freenode, voilà, donc c'est Univers Freebox, Free News, plein d'autres communautés qui sont autour de nous, parfois sur des sujets précis. Tous les ans, on avait plein de questions sur Téléperso et on sortait, on disait, ouais, faut qu'on s'en occupe, on s'en occupe. Et après, on repartait dans notre quotidien et puis... Oui, parce que ça a fermé en 2017, je crois. Ça a duré 10 ans, ouais. Ça a duré 10 ans, mais... Mais ça marchait tout seul, pas sur toutes les box, etc., le truc. Oui, les nouvelles box, en plus, ça n'avait pas d'encodeur forcément. Non, on mettait plus d'encodeur, mais après, on a permis l'encodage autrement. Mais vous voyez, le truc, on est très fiers de l'idée, on est plutôt très fiers de la mise en œuvre, parce que ça avait une bonne tête, c'était pas mal pour l'époque, hein, ça peut paraître regard aujourd'hui, mais ça avait une bonne tête. Et après, on a foiré tout ce qui était le plus facile, en fait. C'est comment on sort de la télé pour aller sur Internet, alors que les gens s'arrachaient la tête pour faire l'inverse, de réussir à transformer un flux Internet en flux de télévision. Pour nous, c'était absolument pas un problème. Oui, mais c'est vrai que nous, on était étonnés justement de voir qu'il y avait des traces, effectivement, on pouvait peut-être le lire sur Internet, mais on ne l'a jamais vu, en tout cas à l'époque. C'était pas massif. Les gens ont trouvé, on a toujours eu des box très ouverts avec des API, ça permettait de le faire, mais ça n'a jamais été fait comme ça massivement. Avec le recul, vous considérez ça comme étant quoi? Un succès, un raté, un essai sympa On considère ça, parce que ça me permet de vous dire, Twitch et YouTube nous ont copié, donc ça me permet d'être très fier d'abord, et on l'a fait, on pourra en reparler après, mais on l'a fait dans un autre cadre et pour un autre produit. Voilà, donc ça me permet de faire ça, on est très fiers. Après, c'est un ratage à la fin pour nous, parce que ça n'existe plus. Que globalement, on a planté la partie marketing, la réflexion, parce que la réflexion que j'ai maintenant, on l'a eu à la fin quand on l'a fermé, alors qu'on aurait dû l'avoir tout de suite. C'était évident. Ce que je vous raconte là est évident. Donc on a l'impression d'avoir fait le dur et d'avoir raté le facile. Mais encore une fois, c'est des éléments de fierté, parce qu'on a l'impression d'avoir fait évoluer le monde de l'Internet, les usages et des choses comme ça, même à des micro-niveaux, ça devenait possible. Et quand quelques années après arrive Twitch, je crois qu'on n'a aucun doute que ça va cartonner. Si on nous avait dit investissez dans Twitch, on n'a aucun doute. On y a cru il y a 10 ans. On va y croire aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Quoi. Alors c'est intéressant justement, ma question c'était, il y a peut-être d'autres projets comme ça de Free qui ont été abandonnés ou qui n'ont pas été mis en place, qui sont peut-être dans le même style que la Téléperso ou qu'on ne connaîtrait pas? Alors on a inventé Netflix, avant Netflix. C'est idiot, hein, ça s'appelle Free Home Video, ça lance en 2007 et pour un prix forfaitaire, on a deux forfaits, un à 5,99 et un à 10,99 ou à 11,99 et pour ça, on consomme des tonnes de contenu en illimité. Et en fait, il faut regarder, ça n'existait nulle part dans le monde. Donc pareil, on a inventé Netflix, voilà, donc YouTube, Twitch et Netflix nous ont copié, ça paraît complètement une évidence. Ils sont venus en France, ils ont regardé systématiquement ce qu'on faisait, on dit on va faire pareil, ça va cartonner, mais ils l'ont fait mieux que nous tous, c'est un secret. Mais Free Home Video a bien marché, c'était un des premiers services de SVOD, hein, comme Netflix, comme Amazon Prime, comme Disney aujourd'hui. Ça a cartonné et en fait Canal est venu nous voir en nous disant on va vous le reprendre et sur la base de ça
Canal a créé ces offres qui existent encore aujourd'hui. Je pense que Canal aurait pu avoir l'idée tout seul. Je ne dis pas que a utilisé toute notre intelligence ici. Mais vous avez travaillé ensemble ou ils l'ont fait dans leur coin? En fait, si vous voulez, on achetait des contenus au début à Warner et puis on essayait de trouver d'autres contenus avant. Il y avait une différence de qualité entre les deux offres. Dans l'offre plus chère, on avait de l'adulte. Voilà, on avait remonté un produit qui était comme ça, qui a plutôt bien marché. Et puis Canal a dit, c'est pas votre métier, on vous reprend le truc. On a dit, OK, go. Et puis nous, on a continué de le diffuser. Et puis il a changé de nom. Et puis ça a pris le nom de Canal aujourd'hui. Je réfléchis un petit peu à ce qu'on aurait pu ne pas aborder. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes aussi autour de la télé perso qui vous reviennent. Comme ça, j'ai pas d'exemple précis en tête. Le truc, c'est, encore une fois, il y a eu un truc fantastique marketing, c'est qu'on était tellement convaincus que ça allait être énorme, qu'on lui avait donné ce nom, Armageddon, et on l'a utilisé mais 100 fois, 150 fois en marketing public. Et donc, on avait des journalistes qui systématiquement venaient nous voir en disant, c'est quoi Armageddon, quoi. Et on disait, on peut pas vous dire, c'est un truc tellement énorme, c'est le monde d'après et tout. Mais on était tellement passionnés de notre truc qu'on l'a survendu pendant des années à des mecs qu'on pouvait plus à la fin. Et que limite, quand on l'a lancé, on dit, vous avez emmerdé pendant des années pour ça. Bah ouais, mais c'est énorme, vous allez avoir votre chaîne de télé. Ouais, mais c'est énorme, enfin, c'est pas la fin du monde, quoi, le truc. Mais si, c'est la fin du monde. Et en fait, à force d'avoir tiré la corde sur ce produit pendant des années, le lancement n'a peut-être pas été aussi ébouriffant que les autres lancements qu'on avait faits. Mais vous savez, il y a un truc qui est fou, parce qu'on l'a oublié aujourd'hui. Si vous regardez, les gens ont souvent dit l'invention de la box, c'est un truc révolutionnaire que vous avez fait, c'est un truc exceptionnel. Vous regardez le lancement de la box en 2002, tout le monde s'en fout, parce qu'on a lancé la box, on n'a pas lancé la télé, on n'a pas lancé le téléphone dessus, on vous met une box, visiblement on va faire d'autres trucs, mais en fait, le lancement de la box, personne n'en parle. Nous, on voit juste, ils ont lancé un truc, il y a une box, on ne sait pas pourquoi. Le triple play déjà à l'époque. Mais en fait, on ne lance pas le triple play, on lance la box et de l'internet moins cher. Et puis arrive le téléphone, pas mal, les gens voient l'intérêt, et puis on lance la télé, et là c'est un truc, il y avait des newsgroups, qui est un truc qui a un petit peu disparu aussi, enfin qui existe toujours, mais qui a un peu disparu, et dans les newsgroups, toute la soirée, ça y est, moi j'ai une chaîne de télé. Et là, le truc est explosif sur une communauté de quelques milliers de personnes qui sont avec leur box à faire marcher la télé, et qui s'émerveillent d'avoir de la télé qui passe par Internet, et non plus par le herdien ou par le câble qui marchait pas bien. Mais donc, ça avait été des lancements très forts. Mais le jour du lancement de la box, tout le monde s'en fout. On a lancé la box, on a inventé la Freebox. Le jour du lancement de la Freebox, on utilise le mot Freebox. Les gens s'en foutent. On a lancé de l'Internet moins cher, accessible. Voilà, c'était 45 € pour pas beaucoup de débit. Nous, on est à 30 € avec je sais plus, 12 mégabits ou 10 mégabits, j'ai oublié. Et c'est là la révolution en 2002 quand on lance la Freebox. Mais ils se moquent de cette notion de Freebox. C'est pas leur truc. Les gens s'en foutent. Mais oui, c'est fou de se dire que TV Perso n'a pas été marketé, quoi, au final. Non, mais parce qu'on était, encore une fois, c'est fou de le dire, mais ça cartonnait tellement qu'on était omnibulé. Est-ce qu'on arrive à fabriquer assez de box? Est-ce qu'on arrive à les livrer comme ça? Et souvent, ça nous est arrivé. C'est-à-dire que typiquement, quand on lance nos forfaits au débit, j'ai le souvenir qu'on ait fait 100 000 abonnements en un mois, ce qui était, je ne sais pas, le marché était à 30 000, donc on a fait 3 fois en un mois ce que faisait le marché par trimestre. Je me souviens avoir beaucoup galéré le premier jour pour prendre la carte SIM-Free. Et donc la carte SIM-Free, c'est encore la même chose, où on vend 1 million d'abonnements le premier jour. Nous, on est en panique, on se dit peut-être qu'on va en vendre 20 000, et on fait 1 million et tout plante. Et puis rien ne marche, parce que ça n'a jamais été prévu pour faire 1 million d'abonnements le premier jour en 2012 sur les cartes SIM. Donc quand vous avez ce type de succès-là, les produits connexes que vous avez inventés pour aider, ou le marketing de votre box ou votre forfait mobile, ils passent un peu derrière, malheureusement. Oui, évidemment. Il y a des priorités à... Je ne sais pas si c'est des priorités, mais on n'était pas dimensionné, pas équipé pour faire marcher ça. Ok. Ah si, il y avait le service TV Pro qui devait être lancé. Je ne sais pas s'il a été lancé. Si, mais le truc était de dire, si on est capable de le faire pour des persos, est-ce qu'il n'y a pas des gens encore plus professionnels qui sont capables de le faire? Après, le truc existe de manière marginale, il est monté, on a quelques diffusions, mais il y avait quelque chose d'important en fait sur la télévision, c'était d'avoir son canal, et donc de devoir passer d'abord par la page d'accueil de TV Perso ou de TV Pro avant d'aller sur son canal, démonétiser un peu le point. Un des sujets consistait à dire ok, on va dépasser la chaîne 1000 et on va mettre des chaînes de 1000 à 100 000 et chacun va avoir son canal. Après, je suis sur la chaîne 85 123 sur la Freebox, c'était dur. Et puis quand vous allez taper vos numéros, ça devient plus dur à détecter. Ouais. 4 numéros, c'était déjà dur. Et quand vous allez rajouter 5 ou 6, ça devient très compliqué.
Ok. Moi, globalement, sur la TV perso, j'ai fini. Si vous voulez qu'on discute encore un peu d'autres trucs, moi, De ce que vous voulez, moi, je avec discute de plaisir. ce que vous voulez. Moi, je suis très curieux de savoir. Je suis un grand fan de l'Internet des années 2000. J'aimais cette liberté qu'on avait d'avoir des forums, d'avoir beaucoup de sites différents. Je trouve qu'on a beaucoup perdu ça avec la centralisation, notamment. Vous, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Sur l'Internet d'aujourd'hui, pas forcément... Vous avez un Internet plus commercial et trusté par quelques grandes marques, et tant mieux pour eux. Après, c'est plus tout à fait l'esprit du démarrage. Il y avait un côté magique de voir Yahoo apparaître, Yahoo tué par AltaVista, AltaVista tué par Google, ça doit être dans les années 2000-2001, et depuis 20 ans après, on a Google. Alors donc en 5 ans, le moteur de recherche qu'on a utilisé, il a changé 3 fois au minimum. Enfin, moi, je le vois 3 fois. Et depuis 20 ans, il n'a pas changé. Donc, c'est une autre ère, c'est un autre monde. On vit avec. Il y a eu toute l'arrivée ou toute l'émergence des réseaux sociaux 2006, 7, 8. Pareil, c'était des choses qu'on ne voyait pas comme ça. Et qui ont tué d'autres choses qui ont pu exister. Et c'est fou de se dire que dans l'Internet, vous avez eu des générations de produits qui ont été tués par d'autres produits qui, eux, continuent d'exister, alors qu'elles sont souvent des copies de ce qui pouvait exister. ICQ, je ne sais pas qui utilise encore ICQ, des choses des tonnes de produits qui ont existé, qui ont été très utilisés, qui ont disparu. Et le truc caramel sur les messageries, des choses comme ça, ces produits-là ont disparu. Et de temps en temps, ça nous fait rire parce qu'on retrouve des noms de domaines qu'on a ici qui sont des choses qui ont existé dans ces années-là, de boîtes qu'on a rachetées et qu'on a oubliées. Et donc on tape, on dit tiens, qu'est-ce que c'est devenu ce truc-là? Et on tape le nom de domaine, on tombe sur la page de free.fr. Et on se dit mais comment ça se fait? Ah bah si, on a racheté. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est marrant. D'accord. Et là, par exemple, toute la mouvance qu'il y a actuellement sur les IA, le métaverse, qui du coup est un peu en déclin par rapport à ça. Ça vous inspire quoi, ça? C'est des trucs auxquels vous croyez? Il y a un truc auquel on a cru, qui était la télévision 3D. Donc on s'est dit, on va être les premiers à faire de la télévision 3D, etc. Oh, c'était ambitieux. Qui a été un échec, on va dire, très fort. Je crois qu'on a été les premiers à diffuser Roland-Garros en 3D. Donc on s'est bien amusé avec ces trucs-là. Ouais, c'est fou. On s'est un peu planté. Ouais, c'était un bide fini quand on a fait ça avec. Mais surtout, si je ne me trompe pas, ou peut-être autre chose. Si, mais enfin, les télés sont sorties, tout le monde nous a dit la 3D, c'est la révolution, ça n'a pas marché. Et en toute franchise, quand arrivait le métaverse, on s'est dit ça, je ne sais pas pourquoi, un petit doute, je ne sais pas. On s'était déjà pris le bide de la télé 3D, donc on n'a pas vraiment bossé sur le métaverse. Quelques grands fabricants de produits nous ont dit on va intégrer ça dans les box et tout. On dit tenez, on vous file des API, débrouillez-vous, quoi. On ne va pas le faire nous, et ils ne l'ont pas fait. Donc ça a un peu nettoyé le sujet. Les AI, c'est plus large. Donc les AI, on a toujours fait, nous, dans nos activités. On a toujours essayé de comprendre les comportements de nos abonnés. Donc c'est la suite. Voilà. Mais c'est moins lié à l'Internet tel qu'on le connaît. Vous avez des données, vous les recherchez, vous les analysez. Donc c'est moins lié à l'Internet tel qu'on l'a connu. Mais on attend d'avoir une nouvelle trend énorme sur l'Internet, on y croit. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, on a moins de grandes révolutions. Ça a beaucoup changé en quelques années. Et puis là, ça change plus lentement. Ouais, c'est très installé, pour le moment, j'ai l'impression. Mais moi, ça me fascine, cette histoire de métaverse. Je veux dire, on avait Second Life il y a 20 ans, et c'était la même chose, quasiment. Enfin, je veux dire, on avait déjà cette envie, vraiment, d'avoir un deuxième monde, un truc virtuel, machin. Mais qui a un peu disparu aussi. Bien sûr. Enfin, les usages sont très faibles. Enfin, très faibles. Ça reste assez niche, mais je ne vois pas pourquoi on irait sur le métaverse de Facebook, par exemple, pour faire des réunions. Moi, ça me paraît un petit peu absurde, mais... Il y a eu le Covid, donc pendant 10 minutes, il y a des gens qui ont cru. Après, tout le monde revient un peu en physique au bureau quand même. Donc on comprend que c'est important de se voir pour de vrai. On n'a pas fait merci d'être venu chez Free, on n'a pas fait ça en Zoom, c'est plus sympa. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des sujets dont vous voulez discuter. Ce que vous voulez. Moi, je réfléchis un peu. En fait, normalement, on avait 30 minutes, là, on a déjà dépassé. C'est juste qu'ils vont mettre le bordel dans le jardin aujourd'hui, parce que comme on est lundi soir, et que le lundi soir à 18h30, il y a des grandes fêtes dans le jardin ici. Tous les lundis soirs? Je crois une fois par mois, si je ne me trompe pas. C'est aujourd'hui. Ça doit être le premier lundi du mois. On est le premier lundi du mois. Ah, d'accord. Ouais, parce que j'ai entendu un peu de piano tout à l'heure. J'espère qu'ils sont calmés pour faire du bruit tout. Il y a une spécificité qui est importante, qui est liée et qui nous a permis de fabriquer Téléperso, c'est qu'on a toujours fabriqué nous-mêmes nos hardware. C'est-à-dire qu'on a imaginé nous-mêmes nos hardware. C'est un truc, je crois qu'on est le seul à ma connaissance, on est le seul opérateur au monde à faire cela. C'est-à-dire que la totalité, depuis toujours, de nos box sont pensées, imaginées ici, dans cet immeuble, par des gens qui vont essayer de se dire okay, quels vont être nos usages à 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans et comment on est capable de créer une box qui va répondre à ces usages-là. Et c'est ce que je disais, parfois on s'est complètement planté, c'est-à-dire qu'on a mis des trucs dedans qui n'ont
jamais servi. Donc, on a mis du hardware. Et alors, des années après, ils me disent, t'imagines, ça, nous, on a fabriqué 1 million de cette box, on a mis un composant qui vaut $5. T'imagines l'argent qu'on achetait à la poubelle? Ouais, j'imagine l'argent qu'on achetait à la poubelle. Mais ça fait partie de notre processus de création. Mais en créant systématiquement nos box, et en étant le seul opérateur à faire ça, c'est ce qui nous permettait d'être systématiquement en avance de phase. Et au début de la box, c'était très très drôle, parce que les gens venaient du monde entier, voir ce qu'on faisait, essayer de savoir ce qu'on allait mettre dans nos box. Après, il y a Microsoft qui a décidé de se lancer sur la télé comme ça, de créer ses propres box. Ça a un peu disparu. Ah, c'était avec... je sais plus comment je me souviens en tout cas de l'interface Media Center. Ouais, et tout, mais... c'était lourd, c'était très lent. Ouais. Mais le truc était là. Puis ça, par contre, ça marchait sur le PC, sur la télé. Il y avait cet avantage-là. Voilà, donc, et les gens, souvent, sont venus nous voir du monde entier en disant « Mais qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez inventé là ?» Et il y a eu cette période de fierté, où souvent la presse disait l'invention française qui révolutionne le monde, la box. On se sentait un peu fiers de nous, d'avoir créé ou imaginé de ça, ou en tout cas de le rendre populaire. Et cette anecdote, elle est connue, c'est qu'en fait, quand on a cette idée-là dans les années 2000, en se disant il faut qu'on ait cette notion de triple play, c'est-à-dire que le même équipement soit capable de faire les trois, la télévision, le téléphone et l'Internet. Et on appelle à l'époque Alcatel, et on passe un coup de fil à Alcatel, et Alcatel dit « Les jeunes, l'Internet, vous êtes très mignons, vous aimez beaucoup, mais vos trucs là, qui marcheront que dans 30 ans, 20 ou 30 ans, c'est pas pour nous. Nous, on a un vrai business, on veut faire des vrais business. » Le jeu. Et donc en fait, on était parti aux États-Unis avec les équipes qui étaient à la base, à l'origine de la création de Free, et en se disant, on va aller voir, parce que les Américains, ils sont plus forts que nous, ils ont déjà imaginé ça, et on était allé voir des tonnes de startups, et personne ne faisait ce qu'on voulait, en fait, cette notion de triple play, c'est-à-dire utiliser les technologies DSL pour faire tout ça, tout en sécurisant la télé, parce qu'il ne fallait pas que les paquets se perdent pour garder la qualité de la télé, la qualité du son, etc. Donc en corrigeant ça. Et en fait, et cette histoire a été racontée de nombreuses fois, donc on va à San Francisco, on va voir une start-up à Los Angeles, parce que les start-up à Los Angeles étaient plus dans les notions de cinéma et de télévision. Et on décide d'aller passer une après-midi à Universal Studios, un parc d'attractions, et on a l'idée dans l'ascenseur d'Universal Studios, à un endroit connu, de l'invention de la box. Mais l'histoire dit que c'est moi, mais je crois que c'était un peu collectif, parce qu'on s'est dit on n'a pas trouvé le truc. Ce qui me vaut à ce moment-là le surnom de fer à souder, parce que je dis, puisqu'on l'a pas, on va la fabriquer nous-mêmes. Et donc toujours avec un peu d'émotion de toute l'équipe qui était là, quand on passe à ce moment-là sur cet escalator, à cet endroit-là, en disant putain, c'est là où on a inventé la box dans un escalator américain pour faire un produit français. Voilà. Donc c'est toujours un truc toujours un peu émotionnel pour nous, cet endroit-là. Et après, on va revenir en France et on va faire venir, j'en parlais tout à l'heure, Sébastien Boutruche qui a créé le produit après en lui disant tu fais de l'électronique, nous on ne sait pas faire, viens faire ça. Et il nous dit mais c'est pas l'électronique le problème, c'est le soft que vous allez mettre dessus. Alors que nous c'est vraiment l'électronique le problème, on ne connaît rien de l'électronique. Et donc on va créer la première génération de box. On va faire ADSL et VDSL, qui sont des technologies différentes, avant de se concentrer sur la DSL, parce que le VDSL va être normalisé beaucoup plus tard. On va faire du VDSL, mais 10 ans après. Donc on change de technologie dès le démarrage, parce que le VDSL ne va pas nous permettre, ne va pas être autorisé assez vite. On va se lancer en ADSL 2 ans après. D'accord. Voilà, excusez-moi de Non, mais c'est très intéressant. sortie du truc, mais c'est parce qu'on fabriquait notre hardware qu'on a été capable de créer Téléperson. Moi, je pourrais continuer encore des heures à discuter de tout et de rien, mais c'est comme vous voulez. Mais revenez quand vous voulez, c'est un autre moyen de parler de ce que vous voulez. Vous me prenez des notes et puis on parle de ce que vous voulez quand vous voulez, et puis j'en prends aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et merci d'être venu ici, c'est trop sympa. Surtout pour parler de tout ça. Ça a été inventé pas dans cet immeuble, mais dans l'immeuble d'à côté en plus, donc, et qu'il est connecté à celui-là. Donc voilà, vous êtes au lieu historique, on a créé ça. Non, mais on était très bien reçus en tout cas. Merci à vous, Xavier. Merci. Je pense qu'on peut couper. On arrive à tout faire en une prise et tout. Vous êtes des génies. C'est une pause.